Bonjour à tous, nous sommes le 9 décembre en France à l'heure où j'enregistre ces mots et nous allons étudier le classement de 21h UTC du Vendée Globe 2020 en se focusant sur cette vidéo sur ce qui se passe dans le groupe de milieu. Si on regarde un peu, c'est intéressant de regarder du point de vue global, on voit qu'il y a grosso modo trois grands groupes. Un grand groupe ici qui se situe dans cette grande zone, une grande dépression, ici séparé par une zone anticyclonique ici et ici, qui englobe cet autre groupe. Et enfin, un dernier groupe qui est séparé encore une fois par cette zone anticyclonique par rapport au deuxième, et qui sont dans leur propre système. Il est très difficile de manière générale dans une course à la voile, particulièrement avec une jauge comme ça là, avec des bateaux relativement proches quand même, de pouvoir s'échapper d'un système à l'autre. Et c'est quand même un peu le truc extraordinaire qu'a fait le skipper de l'Occitane en Provence. C'est la deuxième système qu'il est en train de franchir. Je n'ai pas eu le temps de l'analyser, je l'ai suivi de près, mais malheureusement, bon, c'est long de faire des vidéos quand même. Mais publier les analyses, c'est un peu long, mais on va revenir un tout petit peu en arrière. Et lorsque nous sommes ici, nous voyons qu'il y a grosso modo le groupe de tête qui est quand même très étiré avec Time for Oceans qui se retrouve à décrocher en fait. Et à ce niveau-là, l'Occitane a rattrapé ce groupe-ci dans les alizés. Il a un bateau plus performant que l'ensemble des bateaux de ce groupe-là. Hein. Il a eu des soucis au départ et a donc perdu du temps. Il aurait pu se retrouver dans le groupe de tête. Mais donc il avait pris une option assez tôt à ce niveau-là, dans la descente de l'Atlantique Sud, pour partir plus à l'ouest et plus au sud, comme on va le voir, pour avoir plus de vent et maintenir une forte... Parce qu'il y avait une dépression qui allait arriver et qui allait les pousser. En fait, la dépression est ici, je crois, et elle va les pousser. Donc en partant plus à l'ouest et plus au sud, il allait pouvoir récupérer plus de vent. Et grâce à ça, il a accéléré fortement, on le voit ici, voilà. Il a accéléré fortement, les a doublés, ceux de son groupe. Bon, c'est entre autres aussi grâce à la capacité à accélérer de son bateau. Hein. Mais ça n'empêche qu'il a pu profiter de ça. Et chose assez rare, avec des monocoques, il a réussi à rester à l'avant de cette dépression-là, qui n'était pas extrêmement active, hein, mais quand même, et à foncer aussi vite qu'il peut, comme on peut le voir ici, à ce moment-là, il faisait des moyennes supérieures à 20 nœuds sur 24 heures. Je crois qu'à ce moment-là, il était le plus rapide de toute la flotte. Et il s'est maintenu à l'avant du front, distançant ces autres bateaux-là, et il se retrouve très à l'avant de ce front-là. Alors maintenant, ben, il y a quelques jours, il se trouvait bloqué par cette zone anticyclonique-là, pendant que les autres s'enfuient dans leur nouveau système. Comment est-ce qu'il réussit à se positionner aussi bien pour la suite? Il a réussi donc à profiter du reste de la dépression qu'il poussait et à rester à l'avant. Et puis, lorsqu'il s'est retrouvé vraiment dans la zone anticyclonique ici avec ses autres concurrents, et qui a rattrapé deux bateaux qui étaient devant lui, s'étaient fait encalminer, il s'est retrouvé avec eux et a réussi, un peu magiquement, j'allais dire, en une nuit, en fait, la nuit précédente, on le voit, à accélérer et à trouver plus de vent que les autres, euh, partiellement parce qu'il a quand même un bateau très performant aussi. Je pense qu'on peut rien enlever aussi au skipper. Et son avance de quelques milles ici et de rester au sud lui permet aujourd'hui, voilà, de se retrouver suffisamment à l'avant pour éviter des vents contraires. Comme on peut le voir ici, ces vents-là descendent comme ceci, alors que les bateaux veulent aller vers l'est là, ils ne peuvent pas faire route directe. Et lui, en étant peut-être 50 000 à l'avance, peut-être 30 000 d'avance, il a réussi à s'échapper et avoir être positionné suffisamment à l'est pour éviter les vents les plus contraires et frôler la zone d'exclusion, pardon, et profiter de vents qui sont beaucoup moins contraires. Il est travers, un petit peu auprès, mais pas trop, et il va éviter de justesse, a priori, cette dépression-là et ces vents contraires. Tandis que les autres, on va le voir, on va faire le routage de Alan Roura, qui s'est fait décrocher du groupe de tête. Il a eu des problèmes de quille, il s'est fait un peu planter dans l'anticyclone. Et ils vont se retrouver dans une tempête, pas aussi forte que ceux qui sont en groupe de tête, mais par contre contre le vent, ce qui fait des conditions beaucoup plus dures pour les bateaux, avec une mer qui les fracasse par l'avant. Donc on va regarder un petit peu les routages de ce groupe-là. Donc j'ai prévu trois routages ici pour trois bateaux dans le même groupe plus ou moins, en tout cas entre
L'Occitane ici, le plus en avant, qui va a priori réussir à passer sous cette dépression qui va apporter des vents contraires à ce groupe de bateaux ici qui est devancé, dont le premier est la Fabrique, mais il y a aussi, attendez, je me souviens plus, hein, moi, il y a aussi l'Amicalin, c'est ça, et puis Time for Oceans, groupe 7.1 qui va aussi passer à travers ces vents contraires. Et puis j'ai routé donc l'Occitane, la Fabrique, et puis Medallia, qui il y a 3-4 jours j'avais fait un routage, et il y avait une petite chance pour qu'elle puisse prendre cette... pour que ce bateau, pour la navigatrice, puisse prendre cette dépression-là dans cette forme-là, hein, par des vents contraires. Et donc c'est le temps de faire une mise à jour, sachant que je n'ai pas de polaire pour un bateau aussi âgé que le sien. Donc je suis un petit peu optimiste pour sa route. Et on va voir que ça va changer des choses. Donc j'ai recalé vraiment précisément les temps et les grips par rapport à quand le classement a eu lieu. C'est pour ça que quand je fais maintenant, en fait ils sont en avance parce que ça correspond au décalage par rapport entre l'heure du classement et là où j'enregistre qui est donc presque 6 heures plus tard. Et, et donc on voit l'Occitane ici qui part vers l'est et qui devrait faire une route très tendue, très très directe, pendant que la Fabrique est a priori déjà virée. Alors je pense que sa route est un petit peu plus sécure que ça, mais si je joue un petit peu la suite de la météo, on voit que la tempête va descendre sur lui, enfin c'est déjà d'assez fort vent ici, mais il y aura un bon souffle qui va lui descendre sur lui, comme ceci, comme on peut le voir ici. Et donc, il est lui situé sur cette ligne jaune, orange, pardon. La question est de savoir combien de temps il va passer auprès ici. Plus il monte loin de cette direction-là, plus il peut descendre vers le sud, sans être bloqué par la zone d'exclusion, et plus les vents deviennent favorables et moins dangereux de passer. Il est toujours moins dangereux d'avoir des forts vents dans le dos que des forts vents dans la face. Donc, je soupçonne qu'il va prendre un peu plus de marge que ce que mon routage indique par rapport à ce fort vent qui va venir et qui va être juste peut-être travers ici. C'est à voir. Je pense que ce qui va se passer aussi, c'est qu'ils ajustent leur météo à toutes les 4 heures. Moi, c'est à toutes les 24 heures. Donc, si la dépression met un petit peu plus de temps à descendre, un peu plus lente, je m'attendrai à ce que ce groupe de bateaux-là vire un peu plus tôt que ce que ma prédiction dit. Et au contraire, si la dépression se déplace plus vite, ils vont empanner un peu plus tard. En tout cas, c'est ma compréhension. L'Occitane ici va foncer et va réussir à passer très en avant du système et a une petite chance en fait de se retrouver dans la même situation que lorsqu'elle faisait la descente, lorsque le skipper faisait la descente de l'Atlantique Sud, et de se maintenir à l'avant de ce front-là, avec des vents favorables, une mer favorable et d'accélérer fortement. Je me suis trompé dans ce routage-là, en fait l'Occitane est avec une polaire d'un bateau assez vieux, donc je m'attendrai à ce qu'il accélère encore plus vite et qu'il se retrouve donc à l'avant de ce front-là, et tout à fait, pendant que le groupe de la Fabrique va se retrouver plutôt à l'arrière du front et donc dans des mers plus difficiles et donc ralenti à ce niveau-là, et donc l'écart devrait grandir un petit peu. Par contre, si l'on se regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe pour Medallia, où il y avait une petite chance, il y a 3 jours, pour que la navigatrice réussisse à prendre un petit peu de cette dépression-là et rester dans ce groupe-là, a priori, et en plus j'ai une polaire pour elle qui est un petit peu optimiste, c'est-à-dire qui favorise son bateau par rapport à la réalité, elle va se faire encalminer beaucoup pendant longtemps et voir la dépression partir et devoir attendre pour retrouver cette zone de bon vent pour accélérer. Et donc se retrouver séparé complètement par une zone anticyclonique avec ce groupe ici. Et l'écart va grandir entre les deux groupes. Je crois que l'Occitane met moins de 2 jours pour arriver ici et Medallia va en mettre 5. Ce qui fait très très mal au compteur. La bonne nouvelle pour Medallia et sa navigatrice, c'est qu'elle ne va pas se retrouver toute seule. A priori, Didac Costa va être dans la même situation. À voir si Manuel Cousin de groupe 7.1, pardon, se retrouvera dans la même situation. Je ne serais pas surpris, mais bon, je ne vais pas faire l'analyse aujourd'hui. Je voudrais en profiter pour donner quelques mots sur le groupe de peloton de queue, dans lequel mes prédictions il y a quelques jours sont révélées un petit peu pessimistes pour Charal, qui n'avait pas forcément beaucoup de chance à mon avis de passer d'après les météos de l'époque.
d'il y a quelques jours, de pouvoir rester avec ce groupe-là et devrait attendre assez longtemps avant de pouvoir recoller. Et finalement, il a réussi à rester dans cette dépression-là, qui s'est déplacée peut-être un peu plus lentement que prévu. Et donc, c'est probablement la fin pour Charal d'être dernier, en fait. On rappellera il est parti pour réparer son bateau plus d'une semaine après les autres concurrents. Donc là, il fait une très bonne VMG, 15 nœuds et quelques. Il va plus vite que son concurrent le plus proche. Il a un bateau beaucoup plus intéressant. Donc on s'attendrait à ce que, en théorie, il double dans ce système-là l'intégralité du groupe petit à petit. Sachant que des fois, on peut se retrouver planté. New Rest a aussi un bateau récent et s'est retrouvé ralenti fortement par l'anticyclone et se retrouve à la tête de ce groupe, mais pour chasser quand même très fortement, on notera la bonne performance de TSE for My Planet ici. Donc là, c'est un petit peu la situation pour le reste de ces marins-là. Petite note pour le duel ici, qu'on avait étudié plusieurs fois pour la 12e et 13e place, enfin pour le 12e place, disons. L'écart est toujours très stable entre la navigatrice Clarisse Kremer et le skipper Romain Attanasio. Ils sont distants entre 110 et 120 000 jour après jour. Et la bataille est ferme et ils ont réussi, comme on peut le voir, à rester dans ce système-là et à ne pas se faire trop distancer par le groupe de tête. Chapeau à eux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.